Bonsoir à tous, nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres de ce lundi 26 mars. La visite du ministre de l'Éducation nationale à Montigny-le-Bretonneux, Jean-Michel Blanquer, s'est rendu au lycée Émilie de Breteuil. Un déplacement orienté vers les sciences dans un établissement qui propose justement des formations en ce sens. Reportage. Comme à chaque fin de mois, le dossier de la rédaction. Cette semaine, nous vous proposons une série de reportages sur les métiers de la gendarmerie des Yvelines. Nous suivrons dans ce journal la cellule d'identification criminelle qui recherche l'ADN et les empreintes digitales lors des enquêtes. Et puis d'anciennes gloires du PSG réunies par le Brésilien Rai pour la bonne cause. Le 15e trophée Gold-Elettra se tenait samedi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Un match servant à récolter des fonds en faveur des enfants des favelas au Brésil. Football également avec nos invités. Ils représentent les clubs de Plaisir, Maurepas et Guyancourt. 3 équipes engagées le week-end prochain dans les demi-finales de la Coupe des Yvelines. On en parle dans un instant et on parlera aussi dans ce journal de l'Europe avec Régina Lecointe, secrétaire générale de la Maison de l'Europe des Yvelines. Elle accueillait sur le territoire une rencontre transnationale. On vous en dit plus dans un instant. Je vous lisais dans les titres, vendredi après-midi, le lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux a reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer était accompagné du député de l'Essonne, Cédric Villani. Il est l'auteur d'un rapport sur l'enseignement des mathématiques. Au programme du déplacement, séquence pédagogique et table ronde avec la communauté éducative. Les précisions avec ce sujet d'Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. Un cours de chimie un peu particulier dans cette classe du lycée Émilie de Breteuil de Montigny-le-Bretonneux. Les élèves extraient de l'huile essentielle d'un clou de girofle sous les yeux du ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a tenu à visiter cet établissement qui mène de nombreux projets scientifiques. Ici, il y a tout un travail assez avant-gardiste qui préfigure un peu ce que nous souhaitons au travers de la réforme du baccalauréat et au travers de la réforme des différentes filières et qui est de réussir à donner des parcours scientifiques variés aux élèves. Sciences de l'ingénieur ou encore système d'information et numérique, le lycée Émilie de Breteuil propose plusieurs spécialités et formations liées aux sciences. Encourager les carrières scientifiques, c'est notamment ce que souhaite le gouvernement. Sur ce thème, le député de l'Essonne, Cédric Villani, a d'ailleurs rendu en février dernier un rapport sur l'enseignement des mathématiques. Dans les témoignages qu'on a vus aujourd'hui, celui de cette enseignante qui disait certains élèves qui se pensent mauvais en mathématiques sont quand même de bons programmeurs, alors que ce que demande la programmation, c'est de la rigueur, de la logique, de la compréhension, exactement ce qui est à la base de l'enseignement mathématique. Lors de cette visite, le ministre de l'Éducation nationale s'est également entretenu avec la communauté éducative sur la réforme du baccalauréat. Dès la rentrée 2018, les élèves qui entreront en seconde ne devront plus opter pour une série, mais pour des disciplines de spécialité. Les rythmes scolaires en débat à La Verrière. Samedi, une quarantaine de personnes a assisté à la concertation publique organisée par la ville. Une réunion pour discuter et prendre une décision sur la durée de la pause méridienne en école primaire. Problématique, donner suffisamment de temps le midi à l'enfant pour manger, souffler et revenir dans les meilleures conditions en classe l'après-midi. Finalement, une coupure d'1h45 entre 11h30 et 13h15 a été votée. La Verrière qui associe régulièrement ses habitants au choix de la commune, comme le précise le maire au micro de Nicolas Dandry. Et à chaque fois qu'on a une décision à prendre sur cette ville, on essaye au maximum d'en discuter avec les habitants, de voir ce qu'ils en pensent et d'essayer de trouver un consensus. Donc là, il y avait des représentants de l'éducation nationale, des animateurs, du périscolaire et des parents. Tout le monde, vous avez vu, tout le monde a bien discuté. Bon, les avis étaient partagés, il fallait prendre une décision finale, mais au moins, on discute. Politique, La République en marche en route vers les élections européennes de 2019. Le parti présidentiel met en place sa grande marche pour le scrutin. Le lancement officiel de la campagne prévue ce week-end a été finalement reporté en raison des attentats de Trèbes et Carcassonne. Une réunion de préparation s'est tenue tout de même jeudi dernier à Saint-Germain-en-Laye. Reportage de Nicolas Dandry et Michael Elmidoro. C'est la version européenne de la grande marche de la présidentielle de 2016. Le parti d'Emmanuel Macron se lance dans les élections européennes de 2019 en partant à la rencontre des Français. On a besoin d'aller à la rencontre des Français comme on l'avait fait en 2016. Et là, pour parler de l'Europe, savoir ce qu'ils en attendent, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui va nous permettre de construire ce projet européen qui nous servira de base
pour les élections européennes de 2019. Moi, je pense qu'il faut donner aux citoyens le goût de l'Europe. Parce qu'on voit bien que depuis des années, les participations aux élections européennes, par exemple, elles baissent de plus en plus parce que les gens ne voient pas où est l'utilité de l'Europe. Il faut leur montrer, en fait, à quel point l'Europe est utile dans leur vie. Ce porte-à-porte voulu par La République En Marche se veut pédagogique autour des enjeux de l'Union européenne, notamment après les 57% d'abstention lors des élections européennes de 2014 en France, un taux de près de 54% dans les Yvelines. Le département des Yvelines travaille d'ailleurs avec le Fonds social pour l'Europe. On a aujourd'hui 18 millions d'euros avec lequel donc des fonds européens qui permettent au département de travailler pour faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté au niveau du département. Donc l'Europe est présente au quotidien dans les Yvelines. L'Europe concerne les gens de plusieurs manières, les financements, la protection des consommateurs, la protection de la santé, la protection des libertés. À peu près 40% des lois auxquelles vous obéissez, nous obéissons, elles sont écrites, votées à Bruxelles et seulement transposées dans le droit français. La campagne du parti présidentiel ne fait que commencer. Les élections européennes se tiendront fin mai 2019 pour élire 74 eurodéputés français. On continue de parler de l'Europe avec ce projet pour redynamiser les zones rurales. Read It, c'est un projet Erasmus+, financé par l'Union européenne. Et dans le cadre de cette opération, des associations de 6 pays, dont la France, ont visité les Yvelines pendant 3 jours en fin de semaine dernière. Une première rencontre transnationale sur laquelle revient Camille Lambert. C'est ici, au lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye, que sont formés les futurs paysagistes, fleuristes ou scientifiques bioécologiques. Aujourd'hui, il ouvre ses portes à des représentants de 6 pays différents dans le cadre d'un projet Erasmus, accueilli par la Maison de l'Europe des Yvelines. Le but, c'est qu'on échange un petit peu ce que font les uns et les autres dans leurs pays respectifs. Parce qu'on sait très bien le problème partout en Europe, c'est la désertification du milieu rural, que les jeunes partent et ils vont aller dans les villes, ils ne veulent plus être agriculteurs, ils ne veulent plus s'installer. C'était de pouvoir les orienter par rapport à nos problématiques qu'on peut avoir, nous, sur l'Île-de-France et peut-être de façon plus globale en France, sur le circuit court, comment interagir avec nos consommateurs. Délégations allemandes, grecques, polonaises et suédoises ont participé à cette première rencontre transnationale. Le projet Read It souhaite promouvoir la citoyenneté active dans les zones rurales. Une série de visites était prévue dans les Yvelines pendant plusieurs jours. C'était vraiment intéressant car Saint-Germain et cette région de Versailles sont à côté de Paris. Et donc c'est plus comme une banlieue mais qui reste très rurale. Et quand on compare à la Pologne, c'est vraiment très différent. Les distances entre chaque village ou grande ville sont bien plus grandes. 24 participants ont pu découvrir le territoire et échanger pour savoir comment redynamiser les zones rurales européennes. La prochaine rencontre transnationale aura lieu en Suède en septembre 2018. Et pour parler de ce projet, une invitée m'a rejoint en plateau. Vous l'avez vu dans ce reportage, Régina Lecointe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale de la Maison de l'Europe des Yvelines, située à Saint-Germain-en-Laye. Alors la Maison de l'Europe des Yvelines qui fait partie de ce projet financé par le programme Erasmus+. Vous avez accueilli donc cette première rencontre transnationale. Quel bilan vous tirez de ces échanges, ces premiers échanges ? Écoutez, malgré la grève et tous les petits soucis qu'on avait autour de cela, c'était vraiment un très grand succès, que ce soit pour nos partenaires locaux que pour nos Européens, qui ont découvert un département surprenant pour eux, parce qu'ils arrivaient à Saint-Germain, ils voyaient le château, ils étaient à Versailles, ils voyaient un château et une ville, ils disaient mais où est la ruralité? Et quand on est sorti déjà pour le lycée agricole, ils ont vu qu'il y avait déjà des champs. Et après, à fur et à mesure, on est allé plus loin et on a terminé dans une vraie ferme et ils ont dit mais oui... Mais justement, quel a été le programme? On a vu dans ce reportage, vous êtes rendu au lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye. Quelle a été la suite de la visite? Qu'est-ce qu'il fallait montrer sur ces 3 jours de visite sur les Yvelines? Il fallait surtout voir comment fonctionne
le département des Yvelines. Pourquoi la ruralité? On n'y pense pas tout de suite quand on voit, comme je disais, Versailles et Saint-Germain. Et on a fait ça progressivement. On a commencé donc avec le conseil départemental, parce que le conseil départemental avait lancé les assises de la ruralité. Donc Madame Winnie Cour-Lefebvre nous a très gentiment accueillis et a expliqué pourquoi ces assises, quel était leur but. Était invitée la maire d'Atuville, qui est vraiment un village de 400 habitants, plus le maire de Rambouillet, qui est devenu la capitale de la ruralité. Donc pour voir déjà les différences et de décliner en commençant tout en haut pour terminer à la ferme. Pour vraiment voir comment ça se décline chez nous et de voir notre problématique, parce qu'on est quand même périurbain et à l'ombre de Paris. Et la problématique, c'est aussi les origines de ce projet Reddit, c'est que les zones rurales sont en déclin. Ça, c'est un constat qu'on fait depuis les années 70. On avait fait ça, ce constat avec nos pays partenaires. On avait tous les mêmes problèmes, en disant, il n'y a pas que nous, il y a aussi d'autres pays européens qui ont le même problème, et on a dit, il faut faire quelque chose. Et du coup, les objectifs de ce projet? C'est l'échange des bonnes pratiques, de voir comment les uns et les autres gèrent ces problématiques ou les belles solutions qu'ils ont, parce qu'il n'y a pas que du négatif, il y a surtout aussi des belles solutions que les gens ont. Et donc la finalité est aussi d'écrire un manuel des bonnes pratiques pour dire voilà, pour tel problème, on a telle et telle solution, et de dire ben oui, tiens, ça c'est adaptable pour nous, ça non, ça va pas pour notre région, mais qu'on puisse piocher un petit peu dedans en disant bah, oui, finalement c'est une bonne idée ce qu'ils ont, on peut peut-être adapter ça ici. Et ça va durer 2 ans, c'est ça Ça va durer 2 ans, parce qu'entre chaque rencontre, on travaille sur la prochaine thématique. D'accord. Donc là, ça va être la Suède. Donc on a, en septembre prochain? En septembre, ça va être en Suède. Et là, ça va être en pleine nature. Et la délégation suédoise nous a présenté des projets vraiment très intéressants. Et pourquoi était-il important pour la Maison de l'Europe des Yvelines de faire partie de ce projet finalement? Pourquoi c'est important qu'il y ait une touche européenne dans le développement des Yvelines rurales, selon vous? Disons que moi, je suis très attachée à la ruralité. C'est pour nous, pour l'Europe, c'est très important, parce qu'on parle toujours de la défense européenne, mais si on n'est pas indépendant au niveau agricole, comment voulez-vous agir? N'importe quel général va vous dire ben, si j'ai pas le ravitaillement, parce que le blé ça vient du Brésil, la viande ça vient de l'Argentine, et on est en bis-bis avec eux, on fait quoi? Donc il faut qu'on soit à ce niveau-là absolument indépendant. Et on l'a dit, prochaine rencontre transnationale, ça sera en Suède en septembre prochain. Il nous reste un peu moins d'1 minute. Peut-être un mot sur la Maison de l'Europe pour finir, la Maison de l'Europe des Yvelines. Quelles sont ses missions? Ces missions sont surtout l'information, la formation sur les institutions européennes, sur tout ce que l'Europe fait. On a fait un partie lors de notre visite en parlant des programmes LEADER, qui est un programme européen pour la ruralité justement. Et donc pour expliquer aux jeunes, on parle de la mobilité en Europe, parce que pour eux, c'est important de bouger, de connaître les voisins, pour avoir la conscience de la citoyenneté européenne. Parce que si vous n'avez pas ça, ça se fait pas. Il faut se sentir appartenir à l'Union pour vraiment penser et avoir vu, connaître ces jeunes. On précise qu'elle est à Saint-Germain-en-Laye et que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de la Maison de l'Europe des Yvelines qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Régina Lecointe d'avoir été avec nous, secrétaire générale de la Maison de l'Europe des Yvelines. Notre dossier de la rédaction est consacré cette semaine à la Gendarmerie nationale des Yvelines. Plusieurs activités et plusieurs services. Ce soir, découverte de la cellule d'information criminelle des gendarmes en blouse blanche équipés d'outils pour rechercher l'ADN ou des empreintes digitales sur les scènes de crime. Un reportage de Nicolas Dandry.
Accidentelle ou criminelle, c'est la question pour ces 2 techniciens d'identification criminelle de la Gendarmerie nationale des Yvelines. Accompagnés par un pompier spécialiste, ils recherchent des indices dans cette maison 24 heures après l'incendie. Objectif, découvrir la cause du sinistre. Pour nous, c'est pas criminel. On a inspecté les gravats. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'odeur d'accélérant, de carburant ou de matière suspecte. Après un premier bilan avec le pompier, cette intervention est terminée pour les techniciens d'identification criminelle. Les plus connus sont de Miami ou de Manhattan, mais les experts sont aussi dans les Yvelines. 5 techniciens au sein de la cellule d'identification criminelle de Versailles. La majorité de leur activité, trouver des indices à travers des méthodes scientifiques pour aider les enquêteurs, notamment sur des homicides. Donc là, on a fait une représentation d'une scène, une découverte de cadavres. Donc les premiers arrivés, souvent, sont les voisins qui alertent les services de gendarmerie ou les services de secours. Une fois qu'on en intervient, la première chose que l'on va faire, c'est figer la scène. À l'aide d'un appareil photo numérique, on va faire ce qu'on appelle une triangulation, prendre sous les différents angles la pièce et ce qui s'y passe, histoire de la figer. Dans un deuxième temps, on va faire un ratissage de cette zone, de la pièce, entre autres, pour pouvoir marquer, à l'aide de numérotation, les traces et indices qui nous paraissent pertinentes et qui nous pourront permettre de résoudre éventuellement l'enquête, ou en tout cas nous permettre de faire parler les indices. Des indices sur des objets à travers des empreintes digitales retrouvées grâce à des poudres ou des pinceaux, mais aussi des prélèvements biologiques pour retrouver de l'ADN. Je vais donc imbiber les couillons à l'aide d'une petite goutte d'eau stérile. Donc là, je passe sur toute la zone où potentiellement la personne a posé ses lèvres. Qui dit lèvres dit salive, qui dit salive dit ADN. Autre type d'intervention, les cambriolages ou les vols. Ici, une plaque d'immatriculation d'un véhicule dérobé vient d'arriver au laboratoire. Il va être analysé. Donc à l'aide de cette machine, la cuve de fumigation, on va placer notre objet dans la cuve. À l'aide d'un produit spécifique qu'on va passer sur la coupelle, nous allons le placer à l'intérieur et lancer son cycle. Un cycle qui dure à peu près une quarantaine de minutes et qui va nous permettre de révéler ou non s'il y a des empreintes digitales sur le support. Une fois la réaction chimique effectuée, l'objet est amené en salle d'optique. Une fois qu'on a appliqué notre colorant, on passe notre objet sous banc photo à l'aide de l'appareil que vous voyez ici qui va donner une intensité lumineuse et pareil, on a un filtre sur l'appareil photo. Ça va permettre d'exciter le support et donner une luminescence de l'empreinte digitale. Quand on éteint la lumière de la pièce, on voit apparaître clairement la révélation d'empreintes digitales. En 2017, 56 dossiers ont été traités dans le laboratoire de la cellule d'identification criminelle. 170 gendarmes de brigade sont formés dans les Yvelines pour relever des empreintes ou de l'ADN sur des situations de petite délinquance. Le sport et du football, Rail entouré d'anciennes gloires du Paris Saint-Germain. Le 15e trophée Gold-Elettra se déroulait samedi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Un rendez-vous caritatif pour les enfants brésiliens défavorisés. Ambiance festive assurée notamment par les ultras du PSG. Retour sur l'événement avec Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Rail était de retour dans les Yvelines. L'ancien footballeur emblématique du PSG qui habitait à Croissy-sur-Seine a été reçu à l'hôtel du département à Versailles dans le cadre du trophée Gold-Elettra. Un tournoi caritatif organisé cette année au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines pour récolter des dons en faveur des enfants défavorisés au Brésil. Pour le soutenir, le département lui a remis un chèque de 10 000 €. C'est essentiel pour qu'on puisse continuer. Gold-Elettra va avoir 20 ans. Plus de 20 000 enfants et jeunes sont déjà passés. Donc on espère continuer dans le même rythme. Dès qu'il fera quelque chose, on ne sera pas loin de pouvoir l'aider parce qu'on a toujours cru en cet homme et on le croit encore aujourd'hui dès lors qu'il est troqué ses tenues de footballeur pour celle d'ambassadeur au grand cœur. Le lendemain, un parfum de Brésil a envahi le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines avec au programme des spectacles de batucada et de capoeira proposés par les clubs locaux. Ce sont ensuite les tambours du collectif ultra du Paris Saint-Germain qui ont investi les tribunes pour soutenir Rail. Les supporters n'ont pas hésité à remettre un chèque de 2 000 € à la fondation. Ça fait plusieurs années qu'on va voir l'association de Rail. Et voilà, on est présent à chaque année et voilà, c'est important pour nous. Sur le terrain de futsal, les aficionados du PSG ont pu revoir des joueurs qui ont marqué les travées du Parc des Princes, comme Laurent Fournier, Eric Rabezandratana ou Bernard Mendy. Tout simplement parce que c'est une bonne initiative. J'ai été content que Rail m'appelle, un ancien de la maison, et c'est pour une bonne cause.
au travers d'un match, on arrive à récolter des fonds, à rassembler aussi beaucoup de personnes. Et c'est vrai que c'est toujours bien, c'est pas grand-chose, c'est qu'une journée, on donne de nous sur un terrain, on se retrouve également entre anciens footballeurs, entre anciens Parisiens. Une dizaine d'anciennes gloires qui ont eu du mal à terminer la rencontre physiquement, mais l'essentiel était ailleurs pour cette 15e édition. C'était très positif. Tous les buts étaient atteints. C'est mobiliser les sociétés, les partenaires, les collaborateurs aussi, faire l'intégration. Vu le succès rencontré cette année, le trophée Gold Elettra et Rail pourrait revenir l'année prochaine au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Allez, du football encore. Pour refermer ce journal, les taux se resserrent. Les demi-finales de Coupe des Yvelines se déroulent ce dimanche 1er avril. 3 clubs du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sont en lice. Plaisir reçoit Maurepas. C'est au stade Bernard Giroux, donc dimanche 1er avril à 15h. Et Guyancourt accueille Ardrécourt. Les deux rencontres donc sont à 15h. Alors pour en parler avec moi en plateau, Guy Galanty, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ES Guyancourt. À ma droite, ils seront adversaires ce dimanche. Salim Iklabine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le latéral droit de l'AS Maurepas Football et Lies Adara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le milieu défensif du FO Plaisirois. Alors, petit tour de table pour commencer. On va commencer avec vous, Lies. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours de cette demi-finale ? Je pense que toute l'équipe est à 100%. Ils pensent tous au match de dimanche. Et l'état d'esprit, on sait qu'on est le petit poussé de cette coupe. Et on sait qu'on ne va pas démériter ce dimanche. On rappelle que vous évoluez en Division 2 district actuellement. Vous êtes leader d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Salim, vous, quel état d'esprit à quelques jours de ce match ? Là, on est bien psychologiquement. On a retrouvé une envie de gagner. Une belle victoire ce week-end. Une belle victoire ce week-end où on gagne contre Houille 9-1. Où on a retrouvé des automatismes, une envie de marquer. Et donc ça fait plaisir, quoi. Donc je pense aussi, on pense au match de dimanche et c'est un match qu'on attend avec impatience. Et du côté de Guyancourt qui reçoit Ardrécourt, on le rappelle ce week-end, quel état d'esprit ? Le même, je pense que tout le monde est motivé. Un match de coupe, c'est très spécial. C'est contrairement au championnat, c'est je gagne, je passe, j'ai perdu, je suis éliminé. Donc, justement, elle vous fait rêver cette coupe. On a tendance à dire que c'est un bonus par rapport au championnat. Est-ce qu'elle est plus importante que le championnat au stade actuel, comme quand on est arrivé en demi-finale ? C'est différent parce que le championnat, ça se joue toute la saison. Là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est un phénomène différent d'ailleurs parce qu'on l'aborde complètement différemment. Un match de coupe, c'est pas un match de championnat où on peut se récupérer. Là, c'est coup près, quoi. Je passe, je suis fort, je suis éliminé. Voilà. Et puis on a beaucoup de surprises parce qu'on découvre et les résultats le montrent. Des équipes dites inférieures peuvent battre des niveaux 1, 2, 3 supérieurs et on le voit souvent. Justement, du côté de Plaisir et de Maurepas, vous êtes tous les deux dans des positions sur le devant du tableau en championnat. Deuxième pour le championnat D1 pour Maurepas, premier pour le championnat D2 pour Plaisir. Est-ce que du coup, cette coupe, elle est aussi importante que le championnat ? Yes. Pour nous, oui. On la met sur le même piédestal, même si le championnat, je pense que c'est l'objectif principal. D'accord. Mais on ne va pas se mentir que dans la tête de tout le monde, la coupe, ça serait pas mal d'aller la chercher quand même. Salim ? C'est pareil, la coupe, ça reste quand même un bonus pour nous, les joueurs. Si on a envie, pour le club aussi, on a envie d'aller gagner. Comme disait le président de Guyancourt, on gagne, on continue, on perd, c'est fini, quoi. Donc c'est un bonus et on a envie de gagner et on reste aussi concentré sur le championnat qui est aussi un objectif très important pour le club. Et justement, comment vous abordez vous ce match ? Vous affrontez donc Plaisir qui est leader d'une des poules de D2. C'est un match qui ne sera pas à prendre à la légère malgré la division d'écart ? Oui, non, c'est pas un match qu'on va prendre à la légère. On a regardé, on connaît Plaisir, ils sont premiers de leur championnat. Avec 12 victoires, un nul, 3 défaites. Ils ont gagné aussi ce week-end 5-0 à Porcheville. Donc on sait tout peut se jouer sur un match et la motivation aussi, il faudra qu'elle soit là, quoi. Yes, on n'a pas peur de Maurepas malgré cette division d'écart ? Peur de personne. Ouais. Et du côté de Guyancourt, alors Ardrécourt, le constat c'est que vous les avez déjà affrontés en championnat. Il y a eu 2 partout au match aller, donc vous les connaissez bien finalement, vos adversaires. On les connaît bien. Bon, il n'y a pas d'a priori, pareil. La coupe, c'est quelque chose qui appartient plus aux joueurs, d'ailleurs, je dirais, parce que ce qui est plus important, c'est le championnat. Mais c'est vrai que l'adrénaline qu'il y a autour d'un match de coupe, ça gomme toutes les déficiences physiques, techniques d'un club par rapport à un autre. On peut se surpasser sur un tour de coupe. Oui, et je dirais que le critère le plus important dans les matchs de coupe, c'est le mental. Tu en as très bien parlé.
effectivement, si le groupe est uni pour aller chercher une victoire, le mental fera gommer toutes les différences. Il nous reste 1 minute sur la semaine d'entraînement. Est-ce que c'est une semaine comme les autres ou ça va se préparer quand même assez particulièrement ce match, Guy? Pour nous, c'est à l'identique. Peut-être une séance de pénalty, peut-être qu'il sera travaillé aux entraînements, mais je ne suis pas le coach, donc c'est pas moi qui vais en parler. Une séance de pénalty, je crois que c'est lors du dernier tour, c'était le scénario du match de Maurepas. Oui, on jouait contre les Mureaux qui sont premiers du championnat aussi, donc voilà, on a réussi à égaliser en fin de match, donc après au tir au but, voilà, c'est qui tout double, hein, donc c'est comme on disait, on gagne, on passe, donc ça fait plaisir. Et Elias, sur la préparation, est-ce que ça va être particulier cette semaine? Non, ça va être comme les autres semaines? Non, je pense que ça va jouer dans la tête de tous les joueurs, moi le premier. On sait qu'on a une grosse échéance le dimanche d'après, donc ça va se donner à 2000 cette semaine. Et on vous souhaite bonne chance, même si vous êtes adversaire, bonne chance à vous. Donc je rappelle les rencontres dimanche 1er avril, 15h, Plaisir reçoit Maurepas au stade Bernard Géroux et Guyancourt de son côté accueillera Ardricourt. Les 2 rencontres, je précise, elles sont à 15h. Merci à vous, je rappelle le nom de mes invités, Guy Galantier, président de l'ES Guyancourt, Elias Sadara, milieu défensif au FO Plaisirois et Salim Ikablin, je vais y arriver, donc qui est latéral droit à l'ES Maurepas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Replay et reportage à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée et excellente semaine à tous.